Alors moi, je suis candidat tête de liste pour un rassemblement de 7 partis politiques écologistes et nous avons plus de femmes tête de liste que d'hommes. À Paris, c'est Laurence Abeille, dans les Yvelines, c'est Ghislaine Sennet, dans l'Essonne, c'est Ella Kribi-Ramdan, dans le Val-de-Marne, c'est Annie Lameur et en Val d'Oise, c'est Karine Pellegrin. Et ma directrice de campagne, de fait, est une femme et je suis très très heureux de pouvoir compter sur elle, Léa Balage-Elmariki. Eh ben alors, on va les soutenir à fond. L'idée générale, c'est que sous le mandat de Valérie Pécresse, les droits des femmes n'ont pas été encouragés et les associations ont été entravées. Donc il y a d'abord le Centre Hubertine Auclair, qui est une invention de Michel Loup, écologiste, que je suis heureux de compter en dernière de ma liste dans le Val d'Oise, de manière symbolique, pour pousser la liste, dont les travaux sont importants, mais dont le budget a été abaissé. Donc nous le soutiendrons à nouveau. Et puis, il y a un enjeu de soutenir les associations des droits des femmes pour leur objet social. La région de droite, mais c'est aussi le cas de l'État, souvent met les associations en concurrence. Elle invente des appels d'offres où il faut être smart ceci, smart cela. Sauf qu'on ne révolutionne pas tous les jours l'accueil des femmes vulnérables. Et donc, il faut pouvoir soutenir les associations. Voilà, on ne va pas demander au planning familial de se réinventer tous les 4 matins. Quand l'objet social de l'association concourt à la réalisation de l'objet de la région, eh bien, on soutient en propre, sur du fonctionnement, voilà, sans tergiverser, sur des contrats pluriannuels. C'est important pour pouvoir se projeter sur, par exemple, la formation au consentement de l'ensemble des classes des lycées d'Île-de-France. On ne peut pas faire un appel d'offres qui tient que sur 9 mois, évidemment. Et un autre point qui me tient à cœur, c'est le rétablissement des emplois tremplins. Parce qu'on l'avait vu c'était important évidemment pour les personnes qui sortaient du chômage, mais c'était aussi important pour les réseaux, pour les têtes de réseau, de pouvoir compter comme ça sur une structuration de leur action via un CDI, une personne qui s'impliquait et qui développait le fonctionnement associatif. Donc priorité, évidemment du soutien à l'investissement quand c'est nécessaire, mais là on oublie toujours le fonctionnement, et bien pouvoir soutenir le développement de ces associations. Et là, dans cette campagne, on est sur un sujet un peu surprenant, c'est que tout le monde parle de sécurité sans rien proposer de concret qui soit de l'échelle de la région. Donc il y a un vrai sujet de sécurité, mais évidemment, en Île-de-France en particulier, mais finalement, plus de la moitié des violences sont intradomestiques. Et il y a beaucoup de partis politiques, en particulier de droite, qui considèrent que la sécurité, c'est dans la rue, et ce qui concerne le privé, on ne devrait pas s'en occuper. Et c'est comme ça finalement, on encourage la culture du viol ou l'impunité des agresseurs, en particulier les prédateurs sexuels familiaux. Donc, sur ce que peut faire la région, c'est en particulier via les transports. Ce sont les femmes, évidemment, qui sont les premières victimes des agressions, du harcèlement dans les transports. Quasiment 100% des femmes en ont été victimes ou disent craindre une agression, du harcèlement, de l'exhibitionnisme ou des frotteurs dans le métro et dans les trains. Nous, on veut former l'ensemble des agents à l'accompagnement des victimes, hein, pour éviter les remarques sur vous étiez habillé comme ceci ou vous aviez un peu bu, etc., qui sont légion. On veut une brigade de tranquillité, des personnes qui montent dans les rames et qui se baladent, qui se signalent notamment auprès des voyageuses seules pour pouvoir agir en cas de besoin et prévenir surtout. Et puis sur la plainte, finalement aujourd'hui il y a une impunité des agresseurs parce que pour pouvoir obtenir une sanction en justice, il faut porter plainte. Et ça fait peser une charge mentale supplémentaire sur les victimes. La personne qui se fait agresser en allant au bureau, sa priorité, c'est pas de sortir plus tôt du bureau pour aller dans un commissariat, où par ailleurs, elle sera peut-être mal accueillie. Et pourtant, quand on discute avec les services de police qui traitent ces sujets, ils nous disent que dans 70% des cas dont ils se saisissent, ils peuvent obtenir une sanction derrière, en exploitant les bandes vidéo, mais qui sont supprimées après 72 heures s'il n'y a pas de plainte. Donc évidemment, c'est la protection des données personnelles. Et donc, on ne va pas faire peser sur la victime la responsabilité, c'est un peu lui dire que c'est de sa faute si finalement il n'y a pas de sanction. Donc on ne veut pas faire peser cette charge mentale supplémentaire. Et donc on veut maintenant développer le fait qu'après un signalement, et avec l'accord de la victime,
la région puisse porter plainte en lieu et place de la victime pour faire valoir un préjudice propre, développer des services dédiés pour la chasse à l'impunité, tolérance zéro sur le harcèlement, les frotteurs, les exhibitionnistes, et ainsi mettre en action la justice et obtenir une sanction. Voilà du très concret, très très loin de tous les discours, les slogans sur la sécurité. Ça, c'est ce que peut faire la région, une région féministe demain. Il y a une autre proposition qui m'a été soufflée par Laura Jovigno, membre de Nous Toutes, qui est 10e sur la liste à Paris, et Annie Lameur, tête de liste du Val-de-Marne, inspirée de ce qui se fait en Espagne, un centre d'accueil pour les victimes de violences sexistes, sexuelles, conjugales notamment, ouvert toute la journée, H24, y compris toute la nuit. Ça sera une première en France. Ça existe déjà en Espagne, c'est-à-dire qu'une personne qui est victime de violences peut se réfugier littéralement dans ce centre et bénéficier d'un accueil pluridisciplinaire. Donc santé évidemment, mais aussi psychologique, juridique évidemment, social. Et donc on mettra en place des bons de taxi pour que les personnes qui le souhaitent puissent comme ça débarquer, être protégées et ensuite être accompagnées. Ça c'est une première, j'espère que ça pourra être copié, adapté dans d'autres régions et que peut-être un jour l'État se préoccupera de la sécurité de ces 52% de la population. On veut également critériser les aides économiques. Hein, la région est un gros pourvoyeur d'aide au développement économique, c'est normal. Mais un peu comme avec l'État et le crédit impôt compétitivité emploi, ça se fait sans contrepartie, sans critères. On aide aussi bien le libraire qu'Amazon, le centre commercial que le petit commerce, et les entreprises qui respectent l'égalité femmes-hommes que les autres. Moi, j'ai mené une longue bataille juridique avec Fatima Ben Omar des Effrontés pour obtenir la liste des entreprises qui ne respectent pas l'égalité femmes-hommes. Il y a une poignée d'entreprises qui est sanctionnée, c'est la loi de 2014, et normalement, elles sont interdites de soumissionner à des marchés publics. C'est une grosse partie de l'activité, imaginez, de Bouygues, d'Engie. Enfin, évidemment, les marchés publics, c'est important pour beaucoup d'entreprises. Sauf que cette liste des entreprises délinquantes, elle est secrète. Et en tant qu'élu, je n'ai pas pu y accéder. Je suis allé jusqu'en cour de cassation pour l'obtenir avec Fatima Ben Omar. Et on a perdu parce que la loi a fait prévaloir la réputation des entreprises, une sorte de vie privée des entreprises, leur secret professionnel, sur la liberté l'information et le principe d'égalité salariale femmes-hommes. Et bien demain, la région engagera un bras de fer, et ça on ne peut le faire. Pour rénover un lycée, il faudra prouver par exemple, quand vous êtes Bouygues, Vinci ou Eiffage, que vous n'êtes pas sanctionné par l'inspection du travail pour non-respect de l'égalité femmes-hommes. Voilà, ce type de critérisation très concret permet de faire avancer de manière immédiate les droits et la publicité, rendre le nom public des entreprises qui respectent ou non l'égalité salariale femmes-hommes. Et puis ainsi, on pourra aussi soutenir des testings sur les discriminations à l'embauche ou dans le droit du travail. Là encore, bon, c'est mon côté avocat. Je sais qu'une région qui s'engage sur la voie de l'égalité, elle peut beaucoup, soit directement en propre, hein, dans les bras de fer qu'on peut faire sur la commande publique, soit en soutenant des associations qui font déjà ce travail, comme la Fondation des femmes et autres. Il y a également, dans le soutien général aux luttes et aux droits LGBT, une prise en compte particulière de la situation des lesbiennes qui est souvent, pas banalisée, mais souvent un peu invisibilisée, et on y sera plus attentif. Mais la région a en charge plus de 500 lycées en Ile-de-France et puis des centres de formation des apprentis, et également la formation sanitaire et sociale. Et donc là-dessus, il y a une nécessité de former l'ensemble, évidemment, des personnels, les enseignants, les proviseurs, les agents, il y a plus de 1000 agents dans les lycées, à la prise en compte des inégalités de genre et au consentement. Et l'ambition est plus vaste encore, puisque je souhaiterais que soit mis en place une formation au consentement pour l'ensemble des secondes qui arrivent au lycée. C'est le bon âge pour les garçons, évidemment, mais aussi pour les jeunes femmes, pour leur apprendre mon corps, mon droit, mes droits, et cette formation au consentement. Donc ça, c'est extrêmement important. C'est un gros chantier, parce qu'on parle de centaines de milliers d'élèves, mais je crois que c'est vraiment très structurant pour les générations qui viennent. Oui, on le fait déjà.
J'écris et je parle tant que je peux en écriture inclusive ou épicène. C'est déjà le cas de nos programmes, de notre profession de foi évidemment. Ça chatouille un peu la droite, tant mieux. C'est pas un gadget, voilà, c'est pas un gadget, c'est important. Une région inclusive, c'est une région qui s'adresse à l'ensemble des habitantes et des habitants et pas juste chers concitoyens, en oubliant un peu plus de la moitié de la population. Eh ben moi j'essaye d'être, déjà je suis fils de féministe, ma mère était au MLF en son temps, a rencontré beaucoup de copines en faisant des cours de mécanique pour être autonome, et c'était très concret. Je crois qu'elle faisait des opérations de remplacement déjà à l'époque de jouets, les jouets réservés aux garçons et les jouets réservés aux filles, elle les intervertissait, on m'a raconté ça un peu sur le tard. Et donc moi j'essaye d'être un allié à l'écoute. Et je pense vraiment, pour être élu depuis 10 ans, de voir les combats des associations qui ont été entravés par cette présidente de région qui est une femme mais qui n'est pas féministe. Je vois bien vraiment ce qu'on peut faire demain au service de l'égalité. Le chantier il est immense, mais la capacité d'action de la région, on n'a pas parlé d'un SDRIF ou d'un schéma directeur régional sensible au genre, parce que l'espace public est très inégalitaire. On n'a pas parlé d'un budget sensible au genre, ni de la vice-présidente à l'égalité femmes-hommes qui aura un poids crucial sur l'ensemble de l'administration régionale. Mais il y a énormément à faire. Et je voudrais pouvoir dire aux associations qu'elles pourront compter sur une région féministe, parce qu'il y aura un président de région féministe, ou allié en tout cas.